Je comprends qu'il faut que je parle en français. Les Français doivent parler en français. Euh, Bienvenue et merci à tous. Je suis désolé, j'ai eu quelques problèmes de circulation. Je voulais, en guise de conclusion de des différentes discussions, vous faire un petit peu un témoignage. En fait, hier, j'étais avec quatre chercheuses. Quatre chercheuses qui sont toutes les quatre dans le quantique. Une technologie d'avenir s'il en est, quatre chercheuses européennes et françaises. Parmi elles, il y avait une grecque. Et on discutait de qu'est-ce que c'est que le quantique. Et pourquoi secrétaire général pour l'investissement, pourquoi l'État français doit soutenir le quantique. Et c'est une question intéressante parce que quand on s'interroge sur l'innovation, soit on aborde le problème sous une forme très économique, et est-ce qu'on cherche un retour sur investissement, soit on l'aborde sur un problème plus de soutien un peu privilégié à une économie locale ou à des chercheurs locaux. Et donc on donne une espèce de petit coup de pouce. Mais comment justifier sa pérennité? Soit on l'analyse sous une forme sociétale, en disant c'est l'impact global, un peu vague, un peu flou, des efforts qu'on fait pour soutenir la science et l'innovation. Ou alors on se pose la question de la nature même de ce qu'on soutient. Quand on soutient le quantique, il faut reconnaître qu'on s'adresse aux spécialistes souvent et on leur dit alors expliquez-moi pourquoi on devrait soutenir. Et les jeunes femmes me disaient, d'abord M. Bonnel, l'une d'entre elles m'a dit, vous savez pourquoi j'ai fait de la recherche fondamentale en physique? Ben non, expliquez-moi. Elle me dit, j'ai décidé de faire ça parce que depuis très jeune, j'avais décidé de m'intéresser dans la science, à m'investir dans quelque chose que je ne verrais pas de mon vivant. J'ai trouvé ça presque mystique. En gros, une espèce d'espérance que participer à un effort technologique particulièrement lointain, dont elle ne verrait pas la fin, me rappelait un petit peu ces espèces d'architectes qu'on disait, ben, j'ai commencé à construire une cathédrale, je sais que je ne la verrai jamais. Je crois qu'il y a quand même une certaine noblesse à le faire. Moi, j'aimerais bien qu'on ait beaucoup de chercheurs dans cet esprit-là. Mais au-delà de ça, elle m'a dit, le quantique, il faut que je vous explique, quand l'électricité statique d'abord, puis générée sous différentes formes, continue et alternative, a été inventée, alors, au tout début du 19e siècle, on va dire pour faire plus simple, c'était un peu avant, mais ce n'est pas plus important. Imaginez que ce chercheur, au début du 19e siècle, s'était dit pourquoi on va investir dans l'électricité? Probablement une espèce de magie de la science à l'époque, c'était plutôt des troubadours qui s'en servaient pour faire des petits tours. Comment pouvait-il imaginer que 2 siècles plus tard, on allait s'en servir pour fabriquer des ordinateurs, pour faire communiquer des gens à travers la planète, pour réussir à animer des écrans à distance? Et donc elles m'ont résumé ça en me disant, voilà, le quantique, c'est exactement la même chose. En fait, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Mais ce n'est pas grave. On a quelques applications qui sont finalement des applications d'optimisation aujourd'hui. Et l'innovation n'est pas véritablement la réponse à des optimisations. Je reviens à mon idée tout à l'heure de dire pourquoi est-ce qu'on investit dans l'innovation? Si c'est juste pour améliorer, si c'est de l'innovation incrémentale, la légitimité de l'État là-dedans est assez relative, de l'État comme de l'Europe d'ailleurs. Si par contre on va vers ce qu'on appelle l'innovation de rupture, on réfléchit à des choses qui sont plus fondamentales, on doit accepter l'idée qu'on ne sait pas, qu'on supporte. On doit accepter l'idée que c'est par l'investissement dans l'innovation et la recherche, par cette espèce de confiance particulièrement surprenante dans l'avenir, par ce pari fou de dire ce sont des technologies qui, au fur et à mesure des stratifications de la recherche internationale, européenne, trouveront des débouchés, ben oui, c'est là que l'État doit intervenir. Moi, je voulais partager avec vous ces témoignages, que je le trouvais très édifiant. Un, parce que c'est
quand même une surprise de savoir qu'il y a, dans cet investissement dans l'innovation, il y a la réflexion à avoir pour un État, pour l'Europe, de savoir si c'est un investissement qui est d'ordre économique ou s'il est d'ordre sociétal. Et quand il devient d'ordre mystique, c'est encore un cran plus loin. Ça, c'est la première donnée. La deuxième, c'est que c'était 4 jeunes femmes. Et finalement, elles m'ont toutes dit la même chose à la fin. Elles m'ont dit, vous savez, ce qui fait notre caractéristique commune, travailler sur 4 champs complètement différents du quantique, hein, thermodynamique, optique et d'autres choses dont j'ai encore en hic, mais je ne me rappelle plus. Bien, les 4 disaient, notre caractéristique, c'est qu'on est toutes les 4 pluridisciplinaires. Et en fait, on s'aperçoit que la nourriture principale du chercheur en innovation, c'est très souvent, alors ce que les Américains appellent la serendipity, qu'on pourrait nous appeler l'association de pensée. Donc c'est très souvent de mettre sa réflexion dans une convergence, dans un mélange, dans une association de recherches d'origines différentes. Puis enfin, pour conclure, on peut s'interroger sur la nature même de l'innovation. Souvent, on la confond avec l'invention. Et souvent, c'est une offre qu'on fait à un marché. Et on a une chance sur 2 de réussir. On peut inventer le fil à couper le beurre, par exemple, connecté. Ça marchera peut-être, ça marchera peut-être pas. Pour celui-là, j'ai une petite idée, mais on peut essayer de le faire. Par contre, quand on prend l'idée de l'innovation comme, au contraire, non pas une offre, mais la réponse à une demande sociétale, là, on optimise considérablement les chances qu'elle réussisse à percer un petit peu la couche d'ozone et à changer le quotidien. Donc, si vous associez cette idée de long terme, dont je vous parlais tout à l'heure, même voire de très long terme, dans des paris sur des innovations extrêmes, et la réflexion, non pas simplement de l'invention, du coup de génie, mais cette progression récurrente sur l'analyse de signaux faibles de demande d'une société, là, vous trouvez à la fois la justification de la science et la justification de l'intervention de l'État ou de l'Europe dans cette science d'innovation. Je vous remercie.